Vous êtes sur RTL. Dans moins de 2 heures. Écoutez, j'ai fait part d'un certain nombre de sujets. Le premier, qui me semble nécessaire quand j'entends mes compatriotes, je fais partie de celles et ceux qui, tout en étant très, très vigilants, voient encore, ou du moins à beaucoup de rencontres, même si elles sont par visioconférence ou en conf call. Et ce que je crois, ce qu'attendent nos compatriotes, c'est d'une part une perspective de date, pas simplement de nous repousser 15 jours encore. Je crois que nos compatriotes souhaitent en quelque sorte se dire que il y a au bout de ce chemin de croix une sortie, et je pense que le président de la République doit, bien entendu, on sait qu'il y a toute une série d'éléments qu'on ne maîtrise pas, mais avec tous ces éléments, au moins dire si le confinement marche bien, le déconfinement pourra commencer autour de cette date. C'est-à-dire une date, voilà, qui annonce une perspective de déconfinement. Qui permet de rendre supportable le confinement. C'est aussi ça. Parce que ce que j'ai dit au Premier ministre, c'est que je pense qu'à un moment, nos compatriotes finiront par ne plus supporter le confinement et ce que ça peut représenter. Quand moi, en Normandie, je suis dans mon jardin et que je viens de faire un match de foot avec les enfants, tout va bien. Mais c'est pas le cas pour tout le monde, loin s'en faut. La deuxième chose que je crois utile, c'est que nous puissions avoir des schémas, là aussi avec toutes les incertitudes, les inconnus, mais des schémas de ce que peut représenter le déconfinement. Dire voilà quelles sont les hypothèses sur lesquelles on travaille. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes acteur économique, quand vous êtes acteur culturel, j'entendais votre journal avec le sport, quand vous êtes acteur du monde sportif, on a besoin de savoir à partir de quand on aura un peu de liberté de circulation, qu'on pourra à nouveau avoir des réunions en groupe, collectives. Pour le monde économique, à partir de quand on pourra réellement réengager l'ensemble de l'entreprise. Et donc, tous ces sujets-là méritent d'être anticipés. Et je ne vois pas pourquoi on ne peut pas dire à la fois aux Français, il faut être confiné, il faut respecter scrupuleusement les consignes et les règles, et en même temps, parce que ce sont des adultes et ce sont des gens responsables, leur dire, voilà un peu les hypothèses sur lesquelles on travaille. On a suffisamment reproché au gouvernement son absence d'anticipation sur la crise pour ne pas le refaire au moment du déconfinement. Y compris en envisageant une reprise du travail pour certaines professions, celles qui n'ont pas accès et un contact avec le public, comme ça va se faire en Espagne par exemple. Oui, mais j'ai eu aussi l'occasion de dire au Premier ministre qu'il y avait pour cela une condition sine qua non. Moi, j'ai beaucoup discuté avec les acteurs économiques parce qu'il s'agit d'une compétence importante de la région. Ils vous disent tous, si on n'a pas de masque et si on n'a pas de gel hydroalcoolique, le gel, maintenant, ça y est, je crois qu'il n'y a plus de pénurie là-dessus, mais si on n'a pas de masque, on est en conscience incapable de pouvoir proposer à nos collaborateurs de reprendre. Prenez le secteur du bâtiment. Comment voulez-vous mettre 4 ou 5 salariés dans une camionnette ou un véhicule pour aller bosser ? Quand vous êtes dans l'industrie, même si vous faites évoluer vos process, il y a certains éléments dans lesquels certaines constructions ou fabrications, vous avez une proximité qui est absolument impérative. Et donc pour cela, ce qui est évident... Et pourtant ça a été fait en Espagne, c'est fait en Espagne depuis ce matin. Oui, écoutez, tant mieux pour eux. Ce que je sais, c'est que derrière ça, il y a des organisations à mettre en place. Moi, par exemple, en tant que président de région, je suis en train de commander massivement, alors j'ai commandé des masques pour le personnel soignant, dès que j'en ai eu l'autorisation, et je suis sur le point de commander là aussi des millions de masques pour faire en quelque sorte le grossiste de l'ensemble des filières économiques de la région, pour leur permettre, grâce à nos réseaux et à nos connaissances, de ne pas avoir cette difficulté que représente l'équation de trouver des masques pour ses collaborateurs. Puisque vous évoquez le rôle des régions et le rôle des présidents de région, vous en êtes un en Normandie et vous représentez d'ailleurs tous les présidents de région. Dans le cas d'un déconfinement progressif par région, comme ça a pu être évoqué, justement, quel serait votre rôle ? Il est, vous savez, moi je m'imagine en facilitateur. Lorsque j'ai décidé d'acheter des masques pour le personnel soignant, je l'ai fait pour me rendre utile. Je ne l'ai pas fait dans une concurrence avec l'État. Je constatais une pénurie, j'avais le moyen de pouvoir commander ces masques, je l'ai fait. Donc, quand, pour la reprise économique, il y a déjà un élément clé, c'est que nous soyons en mesure de financer aussi le redémarrage des entreprises. Très clairement, pour celles et ceux
qui vont avoir à supporter 2 mois ou 3 mois d'inactivité, elles vont avoir des trésoreries et des fonds de roulement qui vont être extrêmement faibles. Et là, on a un rôle à jouer, permettre de refinancer l'économie, leur permettre de repartir. Puisque vous avez abordé cette question, je voudrais avoir votre avis, Hervé Morin, sur la polémique qui monte autour de la phrase de Geoffroy Roux de Bézieux, le président du MODEF, sur le thème « Il va falloir poser la question du temps de travail, des jours fériés, des congés payés », et la secrétaire d'État à l'économie, Agnès Pannier-Runacher, qui d'ailleurs va dans le même sens, en disant qu'il va falloir travailler plus. Est-ce que vous êtes d'accord, ou est-ce que, comme le patron de la CFDT, vous trouvez qu'aujourd'hui c'est indécent ? Écoutez, moi en tant que patron de région, j'ai indiqué aux collaborateurs qu'il y aurait un certain nombre de jours de congés qui seraient pris sur le mois d'avril. Bon, très bien, ça c'est une chose. Mais dire à nos compatriotes qu'après avoir vécu le calvaire qu'ils vivent tous, pour certains avoir réellement travaillé et avoir largement fait fonctionner ce qui pouvait fonctionner. Prenons les collaborateurs de la région. J'ai 1000 collaborateurs qui sont en télétravail tous les jours et qui nous permettent de prendre les décisions et de faire en sorte qu'elles soient mises en œuvre. Dire à nos compatriotes, écoutez, voilà, vous venez de vivre un calvaire, vous avez eu éventuellement des baisses de rémunération liées au chômage partiel, et puis, écoutez, on va vous proposer une punition supplémentaire. Je trouve ça assez ahurissant. Je pense qu'on a besoin de cohésion sociale. Je pense qu'on a besoin d'unité plus que jamais, parce qu'on voit bien que les risques de fragmentation sont encore plus grands. Et l'idée à cela de dire on va bosser 60 heures par semaine comme on nous l'indique ou supprimer je ne sais quoi sur tel ou tel dispositif ou avantage social acquis depuis longtemps, ça me semble très curieux. Autre question, Hervé Morin, président de la région Normandie. Quelle est la situation ce soir dans les EHPAD de Normandie ? Écoutez, pour moi, ça fait partie des sujets que j'ai évoqués avec le Premier ministre hier. Si je puis dire, on est aujourd'hui sur un plateau dans les hôpitaux. On commence même à voir, quand on prend la Normandie, qui est une des régions les moins touchées, une réduction du nombre de personnes qui sont en réanimation. Mais j'ai dit au Premier ministre, la deuxième vague et la vague qui va être d'une violence absolument considérable, c'est celle qui est en train de toucher nos EHPAD. 5140 décès depuis le 1er mars dans les EHPAD. Je vais vous dire, je pense que ce chiffre est largement sous-évalué. Pour une raison très simple, c'est que les taux de mortalité sont considérables dès lors que le coronavirus rentre dans un EHPAD. En Normandie, on avait, pour vous donner une idée, on avait moins de 10 EHPAD de mémoire touchés il y a une dizaine de jours. On en a une centaine aujourd'hui touchés sur 360 ou 370. Ça monte chaque jour. Comment vous expliquez d'ailleurs ce qui s'est passé malgré les mesures qui ont été prises très vite dans les EHPAD ? Oui, mais ces mesures, en vérité, si on avait voulu autant que possible éviter la catastrophe vers laquelle on va, il fallait tester systématiquement et massivement tout le monde et faire en sorte que tout le monde puisse porter des masques. Alors, c'était loin d'être le cas. On en revient au problème. Derrière ça, il n'y a pas simplement des personnes âgées qui décèdent. Il y a aussi pour les familles quelque chose d'extrêmement violent, c'est-à-dire votre père, votre mère, votre grand-père, votre grand-mère que vous ne pouvez pas, à qui vous ne pouvez pas dire au revoir, qui ne peut pas être toiletté, soigné, quoi, du moins habillé comme il le souhaitait pour son inhumation. Voilà, c'est pour sa mise en bière. Tout cela est extrêmement difficile à vivre pour les familles et on assiste là à quelque chose de très violent, je crois. Et je le disais, on en revient à cette pénurie depuis le début de masques et de tests. Vous attendez du président, alors si ce n'est un mea culpa ce soir, une transparence totale et vraiment une perspective sur notamment l'arrivée des tests ? Écoutez, moi je veux pas polémiquer, mais il y a des questions réelles, quoi. J'en prends une. Il y a des laboratoires vétérinaires départementaux qui ont des
des niveaux de technologie leur permettant très largement de faire des tests pour le coronavirus. Les présidents de département ont proposé ça au gouvernement pendant des semaines. Pendant des semaines, ça leur a été refusé. On aurait pu faire 300 ou 350 000 tests par semaine. Pourquoi on ne l'a pas fait? Allez savoir. Pourquoi on n'a pas commandé les réactifs en volume suffisant? Vous savez, moi j'ai vécu H1N1, j'étais au gouvernement et en tant que ministre de la Défense, j'étais le matin, ou presque tous les matins, autour de Nicolas Sarkozy pour anticiper l'arrivée de ce virus. Et je me souviens toujours ce que disait Nicolas Sarkozy, parce que, bien entendu, on a eu ses reproches, mais ils en font trop. Et Nicolas Sarkozy disait toujours à Roselyne Bachelot quelque chose de simple. Il disait, écoute Roselyne, tout ce qu'on fait, laisse-les parler. Parce que on n'en fera jamais assez si le virus arrive, et nos compatriotes ne nous le pardonneront jamais. Et je pense que la bonne méthode quand on est face à ce risque, c'est d'anticiper au maximum et d'anticiper avant que, bien entendu, tous les pays ne soient frappés et qu'ensuite on ait les pires difficultés pour se fournir. Merci Hervé Morin d'être intervenu ce soir en direct sur RTL, président de la région Normandie, comme vous le disiez, ancien ministre de la Défense, également président du nouveau centre Les Centristes. On va marquer une courte pause, rappeler l'actualité avec Dominique Tenza, reprendre des nouvelles du ciel et ensuite accueillir Natacha Polony qui va nous dire qu'il y a quand même une grosse différence entre la politique et la communication. À tout de suite. RTL Soir.